La Grande-Bretagne a construit certains des chasseurs les plus redoutables de l'histoire. Mais derrière chaque Spitfire légendaire se cachaient des dizaines de machines que personne ne voulait piloter, des concepts brillants sur le papier, mortels dans les airs, ou tout simplement n'est trop tard pour servir à quoi que ce soit. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas l'histoire glorieuse de la RAF. C'est l'autre histoire, celle que les musées exposent en silence, celle que les pilotes préféraient ne jamais mentionner. Boulton, Paul Défiant. Le Défiant incarnait une idée qui semblait révolutionnaire jusqu'au moment où l'ennemi l'a compris. Conçu autour d'une tourelle dorsale quadruple, il n'avait aucun armement frontal, pensant surprendre les chasseurs ennemis par le flanc. En juillet 1940, le numéro 141 Squadron perdit 6 appareils sur 9 lors d'un seul engagement près de Folkestone. Les pilotes de la Luftwaffe n'eurent besoin que d'une leçon pour identifier la faille fatale et l'exploiter sans pitié. Hawker Hotspur. Le Hotspur prouve que le Défiant n'était pas une aberration isolée, c'était le symptôme d'une doctrine entière. Lui aussi conçu autour de la tourelle rotative, il effectua son premier vol le 14 juin 1938, mais n'emporta initialement qu'une tourelle factice en bois et du lest. Un seul prototype fut complété. Il n'eut jamais à affronter l'humiliation du combat réel, parce que le Défiant s'en chargea le premier, mais le Hotspur confirme que la Grande-Bretagne investissait massivement dans une ligne de pensée déjà condamnée. Blackburn Rock. Le Rock représente la version navale de la même obsession pour la tourelle et il en hérita tous les défauts, plus quelques-uns qui lui appartenaient en propre. Sa vitesse maximale ne dépassait pas 223 miles par heure, ce qui le rendait vulnérable avant même d'entrer dans le vif du sujet. Il n'enregistra qu'une seule victoire aérienne confirmée pendant toute sa carrière opérationnelle. Dès la fin de 1940, il avait été relégué aux missions de sauvetage, d'entraînement et de remorquage de cibles, loin de tout ce pour quoi il avait été conçu. Miles M20. Né de la panique plutôt que de la confiance, le M20 fut une réponse d'urgence à un cauchemar précis. Que se passerait-il si la production britannique de Hurricane et de Spitfire s'effondrait sous les bombardements allemands? Conçu, construit et mis en vol en 9 semaines à peine, il emportait 12 mitrailleuses, .303 et 154 gallons impériaux de carburant. Ses performances se situaient entre le Hurricane et le Spitfire. L'urgence pour laquelle il fut créé ne se matérialisa jamais pleinement, il fut annulé parce que la Grande-Bretagne survécut. Westland Whirlwind. Le Whirlwind avait la silhouette d'un succès sérieux, environ 360 miles par heure, 4 canons hispano de 20 mm dans le nez, et une puissance de feu suffisante pour impressionner n'importe quel pilote. Les squadrons de la RAF l'utilisèrent en escorte, en opération anti-navire et en mission d'attaque à basse altitude, enregistrant de vraies victoires. Les pilotes l'appréciaient. Pourtant, seulement 114 exemplaires furent construits, étranglés par un moteur Rolls-Royce Peregrine dont le développement stagnait irrémédiablement. Son héritage n'est pas quel désastre, c'est quel gâchis. Westland Welkin. Le Welkin était une réponse très sérieuse à une question qui avait cessé d'être urgente. Intercepteur haute altitude doté d'ailes longue envergure et d'un plafond opérationnel d'environ 44 000 pieds, il fut conçu pour atteindre des intrus évoluant au-delà du combat conventionnel. Mais quand il entra en service en mai 1944, la Luftwaffe ne présentait plus cette menace de la même manière. 77 exemplaires furent complétés, 26 restèrent sans moteur, et l'appareil ne vit jamais de combat opérationnel réel. Blackburn Firebrand. Le Firebrand illustre un type d'échec particulièrement épuisant, celui qui s'étire sur des années sans jamais exploser franchement. Lancé comme chasseur embarqué lors de son premier vol le 27 février 1942, il glissa progressivement vers un rôle d'attaque parce que sa conception initiale refusait de fonctionner comme prévu. Les moteurs Napier-Sabre furent redirigés vers le Typhoon jugé plus prioritaire. Les 220 appareils de production n'atteignirent un escadron de première ligne qu'en septembre 1945 après la fin de la guerre. Supermarine attaquée.
L'attaquer aurait dû marquer le début d'une ère nouvelle pour la Fleet Air Arm. Premier chasseur à réaction opérationnelle de la Marine royale britannique, il effectua son premier vol en 1946 et entra en service entre 1950 et 1951, mais il transportait le poids intellectuel de l'ancienne génération avec lui. Son train d'atterrissage à roulette de queue, héritage direct de la pensée à piston, rendait les opérations embarquées inutilement compliquées. Son tuyau d'échappement devait être incliné vers le haut pour éviter d'arracher le pont d'envol. Historiquement important, mais d'une importance rugueuse et inconfortable. Supermarine Swift. Le Swift ne faillit pas discrètement dans des rapports classifiés. Il faillit là où tout le monde pouvait voir. Entré en service dans la RAF en 1954 comme représentant de l'avenir à aile en flèche britannique, il accumula accidents et pannes techniques à une vitesse brutale. Un Swift F.1 s'écrasa le 13 mai 1954, tuant son pilote. Un second accident majeur plus tard dans l'année força l'immobilisation de la flotte entière. Dès début 1955, des observateurs le qualifiaient ouvertement de scandale national, éclaboussant la RAF, le gouvernement et toute l'industrie aéronautique britannique simultanément. Sounder Aero SR.53. Le SR.53 est le dernier appareil de cette liste, et il illustre parfaitement pourquoi les fins sont parfois les plus douloureuses. Intercepteur à propulsion mixte, réacteur et moteur fusée, il effectua son premier vol en mai 1957. Seulement 2 prototypes furent construits, réalisant ensemble 56 vols d'essai. Il fonctionnait. Il fascinait. Mais le livre blanc de défense de 1957 réorienta les priorités britanniques vers les missiles guidés. L'un des prototypes fut perdu en juin 1958, tuant le pilote d'essai John Booth. En 1960, le programme était terminé, trop moderne pour survivre à la politique. Dans les commentaires, dites-nous, lequel de ces chasseurs méritait selon vous une seconde chance ? Le Whirlwind avec un meilleur moteur? Le SR.53 dans un autre contexte politique? Écrivez votre réponse ci-dessous, on lit tout.